Il approchait de minuit quand Rachel entendit les coups sourds et puissants. Cela ne venait pas du tonnerre au dehors, non, c'était différent, plus proche. Quelqu'un était à la porte. Elle se figea. L'eau de pluie s'infiltrait déjà sous le seuil. À travers la fenêtre, elle le vit, trempé, paniqué, martelant le bois de son poing. Un parfait inconnu. Et dans ses bras, sa fille dormait, fiévreuse, ignorant que leur vie était sur le point de basculer. La pluie avait commencé vers midi, mais à la tombée de la nuit, elle s'était muée en une force impitoyable. Ce genre d'orage qui transforme les rues en torrents et les prières en murmures à peine audibles. Rachel était assise sur le sol de son salon, un gant de toilette humide sur le front de sa fille. Léa avait de la fièvre. Il n'y avait plus de médicaments, et le cabinet médical le plus proche était inondé depuis des heures. Elle avait déjà empilé tout ce qu'elle pouvait sur le canapé, les manuels scolaires, la nourriture, son sac à main usé. Il n'y avait pas d'électricité, pas de réseau, juste l'eau qui montait. Alors, quand les coups retentirent, ils ne sonnèrent pas comme un danger, ils sonnèrent comme une autre décision qu'elle ne pouvait pas se permettre de mal prendre. Le laisser entrer ou garder la porte fermée. Ceci est l'histoire d'une femme au bout du rouleau qui a ouvert sa porte à un étranger et a redécouvert quelque chose en quoi elle-même ne croyait plus. Mais cette nuit-là, Rachel n'avait aucune idée de ce qui ou de qui demandait réellement à entrer. La plupart des matins, Rachel Picard se réveillait avant le soleil. Elle enfilait son uniforme de travail bleu marine, 2 tailles trop grand, et préparait silencieusement le goûter pour sa fille. Un sandwich au jambon, s'il y avait du pain. Une pomme, si la voisine en avait en trop. À 6h30, elles étaient à l'arrêt de bus. Rachel embrassait Léa sur le front et la regardait franchir le portail de l'école élémentaire Jules Ferry, la même école qu'elle nettoyait 5 soirs par semaine. Les élèves là-bas portaient des chaussures de marque. Rachel portait des semelles rafistolées avec du ruban adhésif. Pourtant, elle souriait, toujours, parce que Léa la regardait. Mais ce jour-là, tout avait commencé à se déliter. L'école avait fermé plus tôt à cause des alertes à l'inondation, forçant Rachel à laisser son travail inachevé et non payé. Elle avait traversé la moitié de la ville en courant avec Léa dans les bras, trempée et tout sautante, pour rentrer chez elle avant que les rues ne deviennent des rivières. Dans leur petite maison de location, Rachel disposait des serviettes pour recueillir les fuites du plafond. La lumière clignotait. Son téléphone prépayé n'avait pas de réseau. Et les médicaments, épuisés avec le dernier salaire, elle tentait de ne pas céder à la panique. Mais la fièvre dans le corps de Léa brûlait comme un avertissement. Rachel était assise à la table de la cuisine, fixant la dernière facture impayée. Loyer, charge, tout était imprimé en rouge. Elle leva les yeux au plafond. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Je n'ai pas besoin d'un miracle. Juste un petit coup de main. Juste assez pour tenir cette nuit. » C'est alors que le bruit survint. Un coup de tonnerre fracassant, suivi par les coups à la porte. Léa s'agita dans sa chambre. Rachel se leva lentement, le corps endolori, l'esprit en ébullition. Elle jeta un œil à travers le rideau. Un homme, trempé, serrant quelque chose contre sa poitrine, les yeux écarquillés, terrifiés. Elle ne le reconnut pas, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il regardait la maison, comme si c'était sa seule chance, qui la bouleversa. Pendant une seconde, elle resta là, la main planant au-dessus de la poignée. Laisser entrer quelqu'un pouvait être dangereux. Mais ne rien faire pouvait signifier regarder quelqu'un se noyer. Et c'est là, dans le silence entre la peur et la pitié, que Rachel prit la décision qui allait tout changer. Rachel avait toujours cru qu'elle trouverait une issue. Pas seulement pour sortir des dettes ou des difficultés passagères, mais de toute cette existence fragile. Depuis des mois, elle étudiait discrètement avec de vieux manuels du CNED qu'elle avait trouvés chez Emmaüs. Elle voulait devenir éducatrice de jeunes enfants. Elle aimait les enfants. Elle aimait apprendre. Et si elle pouvait décrocher ce poste, cela signifierait plus de temps avec Léa et peut-être assez d'argent pour arrêter de compter les centimes. L'examen avait eu lieu la semaine dernière. Elle n'en avait parlé à personne, pas même à Léa.
Elle ne voulait pas lui donner de faux espoirs. Cet après-midi-là, l'email était arrivé avant que le courant ne coupe. Nous avons le regret de vous informer que Rachel ferma le message avant de le terminer. Ce n'était pas juste un refus. C'était une fissure de plus dans les fondations qu'elle s'était tant battue pour construire. Elle s'assit par terre, le dos contre le frigo, dont le vrombissement s'éteignit lorsque l'électricité disparut complètement. La pluie n'avait pas cessé depuis 12 heures, et maintenant, l'eau montait. Elle déplaça le matelas de Léa au centre de la maison et empila des coussins tout autour, comme un fort. « C'est juste pour s'amuser », lui dit-elle. Mais le visage de Léa était pâle et ses respirations courtes. Rachel posa un linge humide sur son front et essaya de ne pas pleurer. Soudain, un vacarme extérieur, un klaxon de voiture, puis le silence, puis des cris. Elle se précipita à la fenêtre. Un homme, sa voiture à moitié submergée, les phares clignotants. Il peinait à avancer, boitant dans l'eau jusqu'aux genoux en direction de sa maison. Il criait, mais l'orage avalait chaque mot. L'instinct lui disait de rester à l'intérieur, de verrouiller la porte, mais quelque chose de plus profond. Une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années lui dit « Regarde encore ». Il trébucha vers le porche. Son pied glissa. Il tomba à genoux. Sans réfléchir, Rachel attrapa sa lampe de poche et ouvrit la porte. « Hé !» cria-t-elle par-dessus le vent. « Par ici, vite !» Il leva les yeux, surpris, le regard vitreux, puis il hocha la tête. Elle entra dans l'inondation, ses chaussures immédiatement trempées, et tendit la main. Sa poigne était tremblante, forte mais secouée. Il s'agrippa à elle comme si elle était la dernière chose solide au monde. Le temps qu'ils atteignent le porche, ils étaient tous les deux trempés et essoufflés. Il s'effondra sur le seuil, toussant, dégoulinant, essayant de parler. Elle referma la porte derrière lui, incertaine de qui elle venait d'inviter chez elle. Mais au fond, une partie d'elle le savait déjà. Ce n'était pas simplement quelqu'un de perdu dans la tempête. Quelque chose en lui était sur le point de briser tout ce qu'elle pensait comprendre. Elle lui tendit une serviette, mais il ne la prit pas tout de suite. Il resta simplement assis là, trempé, les bras enroulés autour de quelque chose enveloppé dans un sac en plastique. Rachel jeta un coup d'œil à Léa, toujours endormie, la respiration courte, les joues rouges. « La salle de bain est par là », dit-elle doucement. « Il y a une trousse de premier secours. Si vous êtes blessé. » Il finit par hocher la tête. « Merci ». Sa voix était basse, rauque, comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis des jours. Quelques minutes plus tard, il revint, portant une vieille chemise de son défunt frère. Elle flottait maladroitement sur lui, mais il ne semblait pas s'en soucier. Il avait l'air perdu. Elle ne posa pas de questions. Pas encore. Il n'offrit aucune explication. Ils restèrent assis, chacun d'un côté de la pièce, la seule lumière provenant d'une bougie vacillante sur le comptoir de la cuisine. La pluie n'avait pas faibli. Elle battait les fenêtres comme un avertissement. « Je m'appelle Nathan », dit-il enfin. Rachel hocha la tête. « Rachel. Et voici Léa. Ma fille. Elle va bien ?» Rachel regarda vers la chambre. « Je ne sais pas », dit-elle. « La fièvre ne tombe pas. Pas de médicaments, pas de médecin de garde. » Nathan ne dit rien. Il tira simplement le paquet en plastique sur ses genoux et commença à le déballer. À l'intérieur se trouvait une photographie, gondolée par l'eau, mais toujours visible. Une femme et un petit garçon, tous deux riant, figés dans le temps. Le regard de Rachel s'y attarda, mais elle ne demanda rien. Nathan le remarqua. « Ma femme, mon fils. » Rachel se figea. Le silence qui suivit fut lourd. « Ils sont morts !» dit-il, à peine plus fort qu'un murmure. « Il y a 2 ans, un conducteur ivre. Mauvaise voie. J'étais censé être là aussi. J'étais en retard. » Il déglutit difficilement. « Je n'ai pas vraiment été nulle part depuis. » Rachel ne savait pas quoi dire. Son instinct était toujours de réparer, de nettoyer, d'améliorer les choses. Mais le chagrin, ce n'est pas une tâche qu'on efface d'un coup de serpillière. Nathan se pencha en avant. « Je ne voulais pas atterrir ici. Je conduisais juste sans but. Peu m'importait où. Puis l'eau est montée. J'ai paniqué. La lumière de votre Porsche, c'était la seule que j'ai vue. » Rachel baissa les yeux sur ses mains. Elle tremblait. Pas de peur. De quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer.
J'ai failli ne pas ouvrir la porte, admit-elle. Nathan la regarda. Pas surpris, pas offensé. Je ne vous en aurais pas voulu. Pendant l'heure qui suivit, ils parlèrent peu. Rachel changea le linge sur le front de Léa. Nathan répara le rideau qui était tombé à cause du vent. Elle lui offrit un reste de riz. Il accepta avec un merci discret. Quelque part après minuit, Rachel entra dans le salon et trouva Nathan endormi par terre, recroquevillé autour de cette photo comme si c'était la seule chose qui le maintenait en un seul morceau. Et pour la première fois, elle ne le vit pas comme un étranger, mais comme un homme se noyant dans une autre sorte d'inondation. Elle resta là un long moment, à observer sa respiration. Puis elle murmura pour personne. « J'ai prié pour de l'aide ce soir », et la bougie vacilla, comme si peut-être quelqu'un écoutait. Rachel se réveilla à l'odeur de quelque chose de faible, mais de chaud. Pas de la fumée, pas de la pluie, du café. Elle se redressa, désorientée. Un instant, la tempête lui parut un rêve. Puis elle vit Nathan dans la cuisine, versant maladroitement de l'eau chaude à travers un filtre à café improvisé avec des serviettes en papier. Le courant était toujours coupé, mais il avait réussi à allumer la gazinière. La fenêtre était entr'ouverte, laissant entrer la grisaille du matin. Il leva les yeux quand il la vit. « Désolé, dit-il, je ne voulais pas vous réveiller. Je me suis dit qu'un peu de café aiderait peut-être. » Rachel le dévisagea. Un inconnu, pieds nus, portant la chemise de son frère, faisant du café comme s'il était chez lui. Et étrangement, cela ne semblait pas déplacé. Elle hocha lentement la tête. « Merci. » Il versa 2 tasses, inégales, brouillonnes, et lui en apporta une. C'était trop chaud, trop amer, légèrement brûlé, mais c'était la meilleure chose qu'elle ait goûtée depuis des semaines. Ils restèrent assis en silence, sirotant, écoutant le bruit de l'eau qui s'égouttait du plafond dans un seau en plastique. Nathan rompit le silence, le premier. « Je pensais avoir besoin de repartir à zéro, dit-il. Mais maintenant, je commence à me demander si ce dont j'avais besoin, c'était d'un retour. » Rachel pencha la tête. « À quoi ?» Il réfléchit un instant. « Aux gens, à la vraie vie. J'avais oublié le bruit que fait une vraie maison. Ce que l'on ressent en fabriquant quelque chose de ses propres mains, même si ce n'est que du mauvais café. » Rachel eut un petit rire. Cela les surprit tous les deux. Il sourit, doucement. « Le voilà. » Elle secoua la tête. « C'est juste que... ça fait longtemps que personne n'a rien fait pour moi. » Nathan baissa les yeux sur sa tasse. « Eh bien, il est peut-être temps que quelqu'un le fasse. » Pendant un instant, l'orage dehors n'avait plus d'importance. Le passé n'avait plus d'importance. Il y avait un homme dans sa cuisine qui ne lui devait rien, mais qui avait choisi de rester. Il y avait du café sur la table, et sa fille dans la pièce d'à côté, qui respirait régulièrement. Rachel ne savait pas où tout cela menait, ne savait pas s'il partirait une fois l'inondation passée. Mais à cet instant, avec la flamme de la bougie qui vacillait et le café qui lui réchauffait les mains, une chose devint claire. Pour la première fois depuis des années, elle voulait que quelqu'un reste. Vers midi, la pluie s'était enfin calmée. Dehors, la rue ressemblait à une rivière peu profonde, jonchée de débris. Mais à l'intérieur de la petite maison, quelque chose avait changé. Nathan était resté. Il avait proposé de réparer la porte de derrière, qui était sortie de ses gonds. Il avait aidé Rachel à passer la serpillière, déplaçant les meubles avec une diligence tranquille qui la rendait nerveuse et reconnaissante. Plus tard, il s'assit par terre avec Léa, qui était enfin assez bien pour s'asseoir. Il lui montra comment plier du papier pour en faire de minuscules maisons, lui raconta des histoires de bâtiments en forme de fleurs et de musées en forme de navires. « Vous êtes architecte ?» demanda Rachel, surprise. « Je l'étais », répondit-il. Il n'y avait aucune fierté dans sa voix, juste de la mémoire. Ce soir-là, ils cuisinèrent ensemble. Elle fit du riz et des haricots. Il essaya de couper des oignons et échoua lamentablement. « Vous êtes dangereux avec un couteau », le taquina-t-elle. « Ne m'en parlez pas. Je me suis une fois entaillé la main en ouvrant une boîte de thon. » Rachel rit de nouveau. 2 fois en une journée. Elle reconnaissait à peine le son. Ils mangèrent à la lueur des bougies. Léa se reposait sur les genoux de Rachel, écoutant tranquillement. Pour la première fois depuis des années, le dîner ne ressemblait pas à de la survie. Il ressemblait à un foyer,
Le lendemain matin, Nathan se tenait près de la fenêtre, regardant sa voiture à moitié submergée. L'eau avait presque disparu. Rachel séchait la vaisselle quand elle l'entendit soupirer. « Vous pourrez bientôt partir », dit-elle doucement. Il ne répondit pas tout de suite, puis « Je ne saurais pas où aller ». Elle fit une pause. « Vous n'avez pas de famille ?»« Pas vraiment », dit-il. « Mes parents sont décédés. J'ai des collègues, mais ce n'est pas la même chose. » Il y eut un silence. Puis il ajouta « On m'a de nouveau offert un poste, dans une autre région, un grand projet. J'ai dit non la semaine dernière. Mais maintenant, Rachel sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. « Vous devriez l'accepter, dit-elle trop vite. » Il la regarda. « Voulez-vous que je parte ?» Elle ne répondit pas. Son esprit tourbillonnait. « Ce n'est pas ta vie, Rachel. Ce n'est pas sûr. Il est une tempête, et les tempêtes s'en vont. Je peux vous aider, dit Nathan doucement, vous aider à trouver du travail, à finir vos études, tout ce dont vous avez besoin. » Mais tout ce qu'elle entendit fut « Je peux vous réparer ». Et Rachel avait passé trop de temps à survivre pour être le projet de quelqu'un d'autre. « Je n'ai pas besoin d'être sauvée », dit-elle froidement. Nathan cligna des yeux, décontenancé. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous croyez que vous pouvez débarquer, me donner un travail et disparaître à nouveau ? Je n'essaie pas de disparaître. Alors qu'est-ce que vous faites ici, Nathan ?» Pendant une longue seconde, il ne répondit pas. Puis le téléphone sonna. Ils se tournèrent tous les deux vers lui. L'estomac de Rachel se serra. Elle n'avait même pas remarqué qu'il avait retrouvé le réseau. Elle décrocha. « Allô ?» Une voix à l'autre bout du fil. Calme, sévère. « Est-ce que je parle à la mère de Léa Picard ? Vous devez l'amener. Maintenant !» Rachel attrapa son manteau, le cœur battant. Léa dormait de nouveau, ses joues chaudes, pas rouges de fièvre, mais pas normales non plus. Nathan ne posa pas de questions. Il mettait déjà ses chaussures. Ils roulèrent en silence dans des rues épaisses de boue et de branches cassées. L'hôpital était bondé, des patients sur des brancards dans les couloirs, l'air lourd de panique et de vêtements mouillés. À l'accueil pédiatrique, une infirmière les conduisit dans une petite chambre, où un jeune médecin examina rapidement Léa. « Sa fièvre a de nouveau grimpé, » dit le médecin. « Nous devons la garder en observation cette nuit. C'est par précaution. La pneumonie circule en ce moment. » Rachel hocha la tête, mais sa poitrine se serra. Elle a besoin de repos. Je n'ai pas eu de repos depuis des semaines. Comment vais-je tenir un jour de plus ? Nathan posa doucement une main sur son dos. Je reste. Vous n'êtes pas obligé. Je sais, dit-il. C'est pour ça que je reste. Les heures passèrent. Léa entrait et sortait d'un sommeil agité, murmurant des rêves que Rachel ne pouvait comprendre. À un moment, Rachel appuya sa tête contre le mur et ferma les yeux. Juste un instant, elle se réveilla en sursaut. Les lumières étaient tamisées. Les moniteurs émettaient des bips. Nathan était sur la chaise à côté de Léa, lui tenant la main, lisant doucement un livre d'histoire qu'il avait dû trouver dans la salle d'attente. Il avait l'air épuisé, mal rasé, perdu dans les mots qu'il prononçait, mais paisible. Et pour la première fois, Rachel le vit comme quelque chose dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Pas un sauveur, pas une tempête, mais quelqu'un qui restait. Quand l'histoire se termina, il leva les yeux et croisa son regard. « Je pensais en avoir fini avec tout ça, » dit-il à voix basse, « avec le fait de prendre soin, avec l'effort, avec le sens. » Rachel se leva lentement, s'approcha de lui. « Mais non, j'avais juste oublié à quoi ça ressemblait. » Il jeta un coup d'œil à la petite main de Léa dans la sienne. « Je m'en suis souvenu ici. » Rachel ne dit rien. Sa gorge était serrée. Elle s'assit à côté de lui, leurs épaules se touchant presque. « Vous n'avez rien à dire, » ajouta Nathan. « Mais moi, si. » Il se tourna vers elle, son expression dépouillée de toute façade. « Je ne veux pas partir, ni de la maison, ni de vous, ni d'elle. » Rachel cligna rapidement des yeux. « Nathan, je ne propose pas une solution miracle. Je propose une vie, une qui commence en apprenant à rester, avec vous. » Elle baissa les yeux sur sa fille, la sienne par le sang, la sienne par choix. Et peut-être pour la première fois de sa vie, Rachel s'autorisa à croire en plus. Elle tendit la main vers la sienne. « J'ai passé si longtemps à avoir peur des gens qui ne restent pas, » murmura-t-elle, « et vous me faites peur, parce que je pense que vous pourriez vraiment le faire. » Nathan lui serra doucement la main. « Je le ferai. » Et là,
entre le bourdonnement des machines de l'hôpital et le souffle d'une enfant qui était revenue du bord du gouffre, une femme qui avait cessé de croire en l'aide et un homme qui avait cessé de croire en lui-même choisirent de recommencer. Ensemble. 3 semaines plus tard, le quartier sentait encore la pluie. Mais à l'intérieur de la petite maison de Rachel, il y avait de nouveau de la lumière, réelle, stable, chaleureuse. Léa était à la maison, en bonne santé et plus bruyante que jamais. Elle dansait en chaussettes dépareillées sur le sol du salon, tenant le dessin qu'elle avait fait, une maison avec 3 bonshommes en bâton, tous souriants. Nathan avait construit de nouvelles étagères dans sa chambre, peint les murs d'un doux lavande, réparé les charnières de chaque porte. Rachel était allée à son premier entretien depuis des mois. Pas pour un travail de nettoyage, pour un poste d'assistante éducatrice dans une crèche locale. Elle ne l'obtint pas encore. Mais elle quitta le bâtiment en souriant. Parce que cette fois, quelqu'un l'attendait dehors. Quelqu'un qui la regardait comme si elle était plus qu'une personne à sauver, comme si elle était quelqu'un pour qui il valait la peine de se battre. Elle avait passé des années à tout porter seule. Maintenant, si le robinet fuyait, il y avait une autre paire de mains. Si Léa s'écorchait le genou, un autre giron pour se blottir. Si la nuit devenait lourde, un autre souffle à côté du sien. Rachel croyait autrefois que la force signifiait tout faire seule. Mais elle commençait à apprendre une autre forme de force. Laissez quelqu'un entrer, laissez quelqu'un rester, laissez quelqu'un vous aimer en retour. Parce que parfois, l'inondation ne vient pas pour vous emporter. Elle vient pour amener quelqu'un dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Quelqu'un qui vous voit clairement et vous choisit malgré tout. Peut-être avez-vous aussi traversé une inondation. Pas celle qui remplit les rues, mais celle qui remplit votre cœur de peur, d'épuisement et de silence. Celle où vous devez être fort, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Celle où demander de l'aide ressemble à de la faiblesse. Et si la force, c'était aussi d'ouvrir la porte. Et s'il y avait quelqu'un là-dehors, non pas pour réparer votre vie, mais pour s'asseoir à vos côtés dans le désordre, pour vous tenir la main pendant la nuit, pour dire « tu n'as plus à faire ça seul ?» Si cette histoire a touché quelque chose en vous, laissez un commentaire. Dites-moi, qui a été la personne qui est restée quand vous en aviez le plus besoin? Ou étiez-vous celui ou celle qui est resté pour quelqu'un d'autre? Et si vous croyez aux secondes chances, à la gentillesse inattendue, à l'amour qui se présente quand on arrête de le chercher, abonnez-vous. Nous avons encore tant d'histoires à raconter.